Je pense qu'on peut commencer. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de l'Actuarial Week. Ce soir, c'est la thématique des assurances de personnes. On va accueillir 5 intervenants avec nous. Alors, on va accueillir Yann, Pierre, Emmanuel, Sylvain et Irshad, donc ils vont se présenter un à un par la suite. Juste avant, on va commencer peut-être par une brève introduction de ce qu'est l'assurance de personnes. Pierre, je vous laisse présenter. Avec plaisir. On va retrouver finalement dans la notion d'assurance de personne tout ce qui est en agrément assurance qui ne va pas viser les activités dites IARD ou non-vie. C'est-à-dire que tout ce qui va toucher finalement non pas l'auto, l'habitation, les transports, des risques pécuniaires, va en général toucher à des, euh, des engagements d'assurance, une variabilité du risque qui va dépendre généralement de la durée de la vie humaine. Que ce soit lié à une survie dans le cas d'une rente, c'est-à-dire que l'on va verser des prestations sur une durée que l'on ne connaît pas, que l'on va anticiper, ou alors une prestation qui va être indexée plutôt sur une date de décès, comme pour des temporaires d'essai. Donc on va retrouver tout ce qui est épargne. Donc on stocke de l'argent pour pouvoir en tirer parti plus tard, pour les activités de retraite, pour les activités de prévoyance, donc typiquement des temporaires d'essai ou des vies entières, ainsi que pour en particulier les activités dites emprunteurs, pour adosser des garanties à un crédit. Merci Pierre. Yann, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Bonsoir à tous. C'est vrai que la particularité aussi des assurances de personnes, c'est que dans bien des cas, les garanties sont souscrites, pardon, dans un cadre collectif. C'est-à-dire que, en France, par exemple, on a l'obligation, lorsqu'on est employeur dans le privé, de couvrir, par exemple, ses salariés, par des garanties, ce qu'on appelle de mutuelles frais de santé ou d'assurance santé. Et donc, tout ça, ça se fait dans un cadre collectif. C'est l'entreprise qui souscrit aux bénéfices de ses salariés. Voilà, et on a aussi, d'autres produits qui peuvent se souscrire, via des associations souscriptrices aux bénéfices de leurs adhérents. Et donc il y a un cadre légal qui est assez particulier par rapport à une assurance qui serait prise individuellement. Donc ça, c'est quand même une particularité qui est intéressante et qui est importante et qui fera écho peut-être à des choses qu'on va discuter un peu plus tard dans ce webinaire, qui fait que la dimension juridique de l'assurance de personnes, elle est pas négligeable. Alors je crois que c'est vrai, dans à peu près toutes les branches d'assurance, mais en tout cas, ici, ça revêt aussi une spécificité. Donc c'était peut-être ce point-là sur lequel on pouvait insister parce que ça fait écho à des règles, de déductibilité fiscale et sociale, de droit du travail, de formalisme, et cetera. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont pas forcément, en lien direct avec l'actuariat, mais qui sont, des éléments importants à connaître pour les actuaires qui évoluent dans ce type d'activité. Merci Yann, merci Pierre. On peut passer aux présentations. Je vous laisse commencer. Pierre, allez-y. Allez, go. Donc, Pierre Crémer. Donc, moi, je suis en charge des travaux de lobbying ainsi que de l'établissement des normes actuarielles à l'échelle du groupe Crédit Agricole Assurance. Et donc, comment est-ce que j'ai pu me retrouver ici aujourd'hui? J'ai tout simplement démarré avec un diplôme de statisticien en me faisant recruter au sein de la CPR comme contrôleur des assurances, ce qui m'a permis de comprendre, d'appréhender les environnements des comptes sociaux, donc avec des PCE sur lesquels on va bien avoir des PM, des primes, des prestations, calculer des surP, la compréhension des bases comptables,
la lecture du code des assurances. Donc, code des assurances, base comptable en environnement, comptes sociaux, c'est finalement la base de l'assurance, hein. C'est ce qui permet de comprendre ce qu'on a souscrit et de comprendre d'où vient l'argent. Et j'ai également eu l'occasion à ce moment-là, par le biais des revues menées au sein de la CPR, de me former sur les aspects solvabilité 2, puisque la norme qui permet d'évaluer la solvabilité des entités, des groupes d'assurance, qui est solvabilité 2, n'était pas encore appliquée. Elle l'a été au début 2016. Et donc, il s'agissait de se former pour être prêt au moment de l'entrée en vigueur, en application. J'ai ensuite rejoint CNP Assurance, finalement pour mettre en œuvre ce que j'avais pu apprendre au sein de la CPR, tout simplement en orientant, en guidant la direction technique, en créant une comitologie, donc un ensemble de réunions qui permettent de prendre les décisions en lien avec les méthodes d'actuariat appliquées au sein du groupe. Et puis petit à petit, le périmètre s'est étoffé avec le suivi du programme de réassurance, le suivi des normes comptables et le projet IFRS 17. Puis après, j'ai passé 1 an et demi en start-up sur des sujets IRD cette fois, et pour ensuite retourner au sein de Crédit Agricole et retrouver mes joies passées, c'est-à-dire le suivi des aspects normatifs, le lobbying, les échanges de places et l'émission de guidelines à l'attention des sociétés d'assurance intégrées au groupe Crédit Agricole Assurance. Ça manque sans doute un peu de concret, surtout vous n'hésiterez pas à poser quelques questions. Merci Pierre. On peut continuer avec Emmanuel. Bonsoir à tous. Alors, moi, actuellement, je ne travaille plus dans l'actuariat, je travaille à la direction des affaires institutionnelles de BNP Paribas Cardiff. J'ai travaillé quand même 15 ans dans l'actuariat, donc on voit que l'actuariat peut mener à beaucoup de choses. Je suis arrivée à l'actuariat comme beaucoup par hasard. Donc moi, j'ai une formation universitaire en mathématiques. J'ai en fait découvert l'actuariat en dernière année de DESS. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancêtre du Master 2. Donc, ça veut dire que je suis très vieille. Voilà. Et en plus de découvrir l'actuariat, j'ai découvert également l'assurance de personnes, également par hasard. Hein. Globalement, après avoir découvert l'actuariat, je trouvais que l'actuariat dommage avait l'air un petit peu sympa, parce que concret, etc. Puis, je n'ai pas trouvé de boulot. Et donc, je suis rentrée dans l'assurance vie un peu par défaut. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié et j'y suis restée et encore aujourd'hui. Donc moi, j'ai commencé ma vie professionnelle comme actuaire épargne dans une direction produit, donc conception des produits d'épargne avec des petites activités de débutants, mais qui forment bien le métier, donc provisionnement de garantie plancher en cas de décès, loi de rachat, loi de mortalité, des trucs plus ou moins sympathiques d'un point de vue statistique. Et puis progressivement, j'ai pris la responsabilité de l'équipe dans laquelle je travaillais, et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir passer au niveau dessus et d'avoir la responsabilité d'un département d'actuariat, l'actuariat épargne. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Et puis, j'ai bifurqué il y a bientôt 7 ans. Comme le disait Yann tout à l'heure, hein, l'assurance, c'est un domaine qui est extrêmement réglementé. Et en tant qu'actuaire épargne, on est confronté au quotidien à la réglementation, hein, dès qu'on commence à parler de conception de produits, de taux garantis, de taux servis, etc. Et donc, j'ai commencé à mettre les mains dans le cambouis du code des assurances pour mon activité d'actuaire produit. Et puis finalement,
on a été aussi embarqués par notre direction sur des sujets de réforme du code des assurances, de la nouveauté produit type Eurocroissance. Voilà, et j'ai fini par abandonner les chiffres et de passer totalement aux lettres il y a bientôt 7 ans, donc aux affaires publiques, donc tous les sujets de lobbying au niveau de la réglementation assurance. Voilà. Merci Emmanuel, on peut passer la main à Sylvain. Oui, bonjour à tous. Sylvain de Trollo, donc moi je travaille dans le conseil. Je suis directeur associé au sein de la société Accenture sur les activités donc, de conseil en assurance sur des problématiques actuariat et risque. Je suis actuaire de formation et je suis également expert ERM. J'aurai l'occasion d'y revenir par la suite. Moi, je suis rentré dans le domaine de l'actuariat un peu comme tout le monde, un peu par hasard. J'ai un parcours également universitaire il y a une dizaine d'années en mathématiques appliquées aux sciences sociales. J'ai d'abord fait un M2 plutôt sur des problématiques de finance et de gestion des risques. Et puis j'ai décidé de me réorienter vers l'actuariat au travers d'un master spécialisé à l'ENSEI qui m'a permis d'avoir mon titre. À la sortie de mon parcours supérieur, j'avais vraiment assez peu d'idées sur quoi travailler. Donc, comme j'imagine pas mal d'entre vous, j'ai d'abord choisi le conseil pour notamment avoir une vision assez large de ce que pouvait offrir le domaine. Et donc, j'ai rejoint une société qui s'appelait Optimum Winter, donc en 2013. Une société de conseil qui se voulait aussi non spécialisante, notamment en tout cas pour les consultants juniors. C'est-à-dire que quand on arrivait dans cette société de conseil, on n'était pas prédestiné à travailler pour une branche d'activité spécifique ou un type d'acteur spécifique. Et donc finalement, l'assurance de personnes, j'y suis tombé au travers des premières missions qui m'ont été confiées par le cabinet, plutôt des problématiques de mon côté épargne retraite dans un premier temps. Et puis j'ai décidé de faire finalement très rapidement carrière dans le conseil, puisque c'était globalement le milieu, l'environnement de travail dans lequel j'évoluais me correspondait parfaitement. Comme beaucoup de consultants, finalement, mes sujets confiés durant ces 10 dernières années ont été très liés aux impacts normatifs et réglementaires auxquels sont confrontés nos clients. Donc moi, plus particulièrement, j'ai globalement une première partie de ma carrière très orientée à accompagner mes clients, donc principalement des grands assureurs et des banques assureurs, sur la mise en œuvre du cadre prudentiel CEL-VPT2, sur des activités d'assurance de personnes, épargne retraite, mais également prévoyance santé emprunteur. Et puis après, comme beaucoup d'autres personnes dans le conseil, l'actualité, les gros projets étaient plutôt des projets normatifs avec l'entrée en vigueur d'IFRS 17, une norme comptable qui concerne les grands groupes. Et j'ai continué à appliquer, à mener des projets d'accompagnement de mes clients. Donc j'ai à la fois aidé mes clients à mettre en œuvre ces changements prudentiels et normatifs. Je les ai aidés à produire aussi par moment, en apportant du renfort de la main-d'œuvre sur leur process. Et puis je les aide aussi à auditer, à optimiser, à industrialiser ces process, notamment aujourd'hui avec notamment des problématiques de modernisation actuarielle de chaînes de production de nos clients. Et dans le conseil, j'ai évolué naturellement aussi en termes de responsabilité. Donc aujourd'hui, j'occupe la fonction de directeur chez Accenture, qui a fait l'acquisition de ma société il y a maintenant 1 an. Et donc au-delà, bien entendu, de l'expertise que je peux apporter à mes clients, bien entendu, je pilote de nombreuses interventions de consultants en tant que manager responsable de nos projets. Et puis je contribue aussi au développement commercial de ma société. Et pour terminer, comme je le disais en introduction,
En 2022, j'ai voulu aussi apporter un peu plus de profondeur à mon expertise. Et dans ce cadre-là, j'ai suivi une formation donc en partenariat avec l'Institut des actuaires qui s'appelle l'ERM et qui permet d'avoir une expertise en gestion des risques, on va dire, plus large que ce qu'on peut retrouver dans les problématiques d'actuariat pur. Donc, notamment sur l'approche qualitative des risques qu'on peut trouver au sein d'une entreprise d'assurance. Donc voilà pour ma part. Comme les autres, ça doit être peut-être un petit peu flou, donc n'hésitez pas par la suite à poser des questions pour entrer plus en détail. Merci Sylvain. On peut passer avec Irshad. Bonsoir à tous. Du coup, Irshad Mahmoud Valji. Je suis consultant manager chez Galéa, donc en actuariat et en data science. Donc moi, j'ai une formation actuariat à Paris Dauphine. Donc lorsque j'ai fait mon master, j'avais beaucoup hésité en fait entre un master actuariat et un master data science. Donc c'était vraiment une grande réflexion avant de me lancer dans l'actuariat. J'ai finalement choisi l'actuariat. J'ai commencé mon stage chez Galéa, donc un cabinet d'actuariat conseil, où je suis toujours aujourd'hui en tant que manager. Donc ma première partie, en tout cas de mon expérience professionnelle, j'ai travaillé sur beaucoup de sujets liés à la santé prévoyance particulièrement. Donc pas mal de missions de suivi technique de portefeuille, que ce soit collectif ou individuel, en santé et en prévoyance. Donc mettre en place des processus de production de différents indicateurs pour piloter notamment les risques en santé prévoyance, produire des comptes, analyser la sinistralité, et faire de la tarification aussi en santé prévoyance. Je suis aussi intervenu dans des services d'inventaire pour les calculs de provision, donc provision mathématique, provision pour risque croissant, PSAP, etc. Pilotage de portefeuille aussi et un petit peu de solvabilité 2 aussi avec les travaux de clôture d'ORSA ou de production de rapports. Et des missions un peu plus transverses, notamment des missions de gestion de projet. Il y a une des missions où j'ai dû travailler en collaboration avec notamment d'autres services, notamment les services informatiques, sur la création et la fiabilisation d'un infocentre pour des données santé prévoyance, notamment pour produire une qualité de données suffisante pour pouvoir faire de l'analyse et de la modélisation par la suite. Donc en fait, là, sur ce genre de mission, en tant qu'actuaire, on est beaucoup amené à travailler avec des interlocuteurs complètement différents, qui n'ont pas la technicité actuarielle. Donc c'est un volet, je pense, qui est important à évoquer au-delà du volet technique, parce que je pense qu'il y a le volet technique, mais aussi ce volet communication. On est au centre de pas mal de projets avec des interlocuteurs très différents et majoritairement des interlocuteurs qui ne sont pas des actuaires. Donc il faut aussi pouvoir adapter son discours, trouver le bon angle pour se faire comprendre. Et sur ces notions de données, la majorité de nos travaux sont régis effectivement par la réglementation, mais les modélisations sont régies par les données. Et ce sujet des données est un sujet très important. Donc c'est un enjeu primordial pour l'actuaire. Donc parfois il doit aller en amont, en amont pour aller faire en sorte que la qualité de données soit suffisante et pas uniquement client de la donnée. Donc parfois on travaille sur notamment de la gestion de projet. J'ai aussi fait pas mal de processus de renouvellement. Donc là, on échange avec des commerciaux, par exemple. On échange avec des gestionnaires. Donc il faut savoir, encore une fois, adapter son discours. J'anime aussi pas mal de formations dans le cadre de mon métier, en santé prévoyance, en construction de table, en data science aussi. Euh, et par la suite, avec le temps, je me suis rendu compte que les expertises en data science étaient très utiles en actuariat. Il y avait une belle complémentarité entre les deux, notamment avec l'émergence de grandes masses de données et la volonté d'aller créer des modèles de plus en plus sophistiqués pour piloter les risques. Donc j'ai décidé de suivre une formation continue à Télécom Paris en intelligence artificielle.
Et c'est une expérience qui m'a permis de voir en fait toutes les possibilités qu'on pouvait inclure dans notre métier d'actuaire, les possibilités de la data science de manière générale et l'intelligence artificielle de manière plus large. Par exemple, j'ai pu faire une étude lors de mon mémoire de fin d'études sur l'augmentation de données. On a pas mal de situations dans l'actuariat où on manque de données et ce qui fait que les modèles ne fonctionnent pas. Donc l'intelligence artificielle peut nous aider par exemple à créer de la donnée synthétique, par exemple sur des sujets de fraude où on a très peu de données de fraude. Et donc voilà. Donc c'est aussi, ça m'a permis aussi de voir un petit peu ce que je pouvais faire avec cette nouvelle compétence. Par la suite, j'ai pas mal travaillé sur des missions aussi liées à l'intelligence artificielle, notamment pour aider les services de gestion sur de l'assurance vie, par exemple, où on a de nombreux contrats à vérifier tous les ans, avec des anomalies qui sont certes faibles, mais lorsqu'on doit vérifier un par un les contrats, ça peut être très prenant en temps. Donc là, l'intelligence artificielle peut, par exemple, aider à créer des clusters de typologie d'anomalies pour pouvoir les résoudre plus facilement. Donc là, encore une fois, utiliser de l'intelligence artificielle pour permettre de faciliter le travail et de réduire le risque opérationnel. Aujourd'hui, je travaille aussi sur des sujets différents qui sont des sujets liés aux tables. Je me suis spécialisé aussi dans la construction de tables, notamment des tables de mortalité et de la certification de tables. Donc, je suis actuellement en train de préparer mon dossier pour avoir l'agrément de certification. Et comme Sylvain, je me suis orienté vers le RM. Je suis actuellement en train de faire ma formation ERM pour avoir une vision beaucoup plus large des risques d'une structure et pas forcément un risque à part entière. Voilà. Merci Ershad. On peut terminer avec Yann du coup. Merci Jenny. Bonjour à toutes et à tous. Donc Yann Quéré, alors moi je suis sans doute un des plus âgés du panel. Voilà, je suis actuariat promo 96. Donc je fais partie de ceux qui ont eu la chance de faire leur service militaire. Oui, c'est un truc qui n'existe plus. Et donc j'ai commencé ma carrière uniquement en 97 de ce fait. Et j'ai commencé moi dans le conseil, dans un tout petit cabinet de conseil très spécialisé en retraite complémentaire obligatoire. On conseillait les caisses de retraite et notamment des caisses de retraite à l'étranger. Et donc voilà, j'ai travaillé sur un projet pour conseiller le système russe de retraite. Voilà. Et c'est un projet qui n'a pas duré très longtemps, étant donné qu'à cette période, la Russie a un petit peu arrêté de s'occuper de ce sujet, on va dire, tout simplement, malheureusement, pour les retraités russes, je pense. Et donc voilà, donc ce projet se terminant de façon un peu brutale, j'ai changé aussi de direction et j'ai rejoint un assureur qui s'appelait Groupama Vie, qui a été aujourd'hui repris dans Groupama Gain Vie et qui fait partie du giron de Groupama. Et donc pour m'occuper de retraites supplémentaires par capitalisation. Donc j'ai œuvré quelques années sur ce secteur-là. Donc avec une approche de l'actuariat qui était assez large puisqu'on faisait vraiment tout le support au réseau de distribution sur les produits retraite. Et donc on avait un rôle à la fois un peu plus de marketing, chef de produit et actuaire. Donc on faisait à la fois la partie tarification, analyse des placements, inventaire, différents travaux d'évaluation des engagements, de prospective. Voilà, c'était un actuariat polyvalent. Et ça, c'est un choix que j'ai gardé à peu près sur toute ma carrière, c'est de privilégier des postes d'actuaire, pas trop spécialisés, mais plutôt ouverts sur différentes facettes du métier. Donc voilà, après cette période-là, j'ai refait un petit passage dans le conseil, dans un des Big 4 chez Deloitte, en évaluation des engagements sociaux.
Voilà, c'est pas l'expérience qui m'a le plus plu, donc elle a pas duré très, très longtemps. Je pense qu'à à ce stade, j'ai validé, le fait que je préférais travailler dans des plus petites structures et pas dans des grosses entités. Et donc voilà, et j'ai eu l'opportunité à ce moment-là de prendre la responsabilité d'une équipe d'actuaires dans une compagnie d'assurance vie qui était en fort développement, et ce qui m'a permis d'accéder aussi à des fonctions d'encadrement assez rapidement dans ma carrière, et ça a aussi validé le fait que j'aimais beaucoup ça. Donc voilà, il y a des actuaires qui ne sont pas forcément appétents sur cette partie et qui apprécient plus la partie, on va dire modélisation, calculatoire, et cetera. Moi, j'avoue que la dimension, humaine de l'activité et des relations avec les personnes, de faire grandir les expertises, de vulgariser aussi le métier d'actuaire vis-à-vis d'autres, personnes, c'est quelque chose qui m'a toujours, beaucoup animé. Et donc cette expérience a été extrêmement enrichissante à ce niveau-là. Donc là aussi, c'était un actuariat très polyvalent, en assurance de personnes toujours, essentiellement, prévoyance, et vie, épargne. Donc donc avec la participation à la tarification, la création de produits, mais également tous les travaux d'inventaire. Comme le disait tout à l'heure Emmanuel, à ce moment-là aussi, quand on travaille sur, des garanties emprunteurs, de l'assurance vie individuelle, on touche tout de suite, au sujet, réglementation, fiscalité. Donc là aussi, ce sont des choses qui deviennent indispensables en termes d'expertise, à l'actuaire, parce que, voilà, ces règles-là sont très, très, imbriquées avec les missions, actuarielles pures. Et puis, on était en train de se préparer à l'arrivée de Solvabilité 2, qui a mis un petit peu plus de temps finalement à se mettre en œuvre, mais les assureurs commençaient déjà à réfléchir, aux impacts. Donc j'ai eu un travail aussi de préparation de la structuration à la fois des missions et des outils pour pouvoir accueillir, la future, mise en œuvre de la directive, qui est arrivée quelque temps plus tard. Voilà, pour des raisons ensuite un peu plus personnelles et familiales, j'ai changé de secteur et j'ai rejoint un courtier en assurance, dans le Grand Ouest, et pour m'occuper de tout ce qui était, support technique au réseau de distribution. Donc c'était de l'actuariat sans être de l'actuariat, parce qu'en réalité, on n'était pas porteur de risque en étant intermédiaire, mais on avait besoin d'exploiter les informations, et les données de gestion, comme les actuaires de compagnie pouvaient le faire, pour pouvoir confronter nos visions et mieux négocier, au bénéfice des clients, qui étaient essentiellement des grandes entreprises. Et donc là, j'ai découvert plutôt la santé collective et la prévoyance collective. Et puis de fil en aiguille, après avoir fait de l'actuariat, j'ai fait presque un peu plus de gestion, de l'organisation. Hem, la construction, vraiment de toute une démarche de support en fait aux commerciaux, pour, les acculturer aussi, aux évolutions réglementaires autour de la prévoyance et de la santé collective. Donc là aussi, la dimension juridique, a pris du poids. La dimension solvabilité sous l'angle du pilier 2, des risques opérationnels, étant donné qu'on était courtier délégataire de gestion également, a pris, un pan important de mon activité. Donc l'actuariat ne représentait sans doute plus qu'un quart de mon quotidien. Et voilà, donc ça m'a aussi ouvert à une autre forme de management sur des fonctions qui m'étaient moins familières, et puis, encadrer aussi des équipes plus conséquentes, avec, d'autres problématiques, qu'on connaît dans la vie des entreprises, qui étaient, de l'ultra-croissance, donc une adaptation de l'organisation, extrêmement rapide, de la croissance externe, donc des sujets de fusion, de rationalisation des équipes sur plusieurs sites, et cetera, et cetera. Donc voilà, des problématiques vraiment beaucoup plus managériales finalement. Hem,
Voilà, donc ça a continué là, avec des modifications aussi dans le périmètre d'activité pendant quelques années. J'y suis resté un peu plus de 12 ans. Et donc voilà, et des fonctions plus proches de fonctions de direction. À l'issue de quoi, j'ai eu un peu envie d'éprouver la vie d'entrepreneur, et donc je me suis lancé à mon compte en tant que conseil. Bon, voilà, le conseil que je connaissais un peu, mais ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué, et je me suis dit: «Après tout, j'ai une expérience assez significative, pourquoi pas en faire profiter d'autres?» Et donc je me suis lancé en créant ma boîte de conseil. J'ai eu beaucoup de chance, je l'ai fait en 2020. Vous voyez ce que ça peut donner. Donc 2019 s'est bien passé, j'ai fait en 2019, et en 2020 le Covid est arrivé, donc m'a bien plombé mon business plan. Juste au moment où c'était le moment de transformer, donc ça c'est voilà, et j'ai été confronté à un choix cornélien. Est-ce que je prends le risque de voir si je tiens la période Covid, ou est-ce que je joue la sécurité en revenant dans le salariat? Voilà, sachant que quand on est tout seul, ben, on n'a que ses petits bras et sa tête pour s'en sortir, hein. On n'est pas, il y a personne qui soutient. Et donc voilà, donc j'ai eu une opportunité finalement de mener une mission longue qui était proche du salariat chez un client. C'était finalement un management de transition, et donc ça m'a permis de sécuriser cette période. Donc là aussi, j'ai travaillé chez un courtier très spécialisé en couverture de l'assurance de personnes des collectivités territoriales. Donc, on entend pas mal parler en ce moment de risques statutaires, la couverture, effectivement de la fonction publique. Donc c'était un petit peu ces sujets-là, c'est très, très spécifique. Et puis une fois que cette mission, au bout de quelques mois, a été, correctement menée, j'ai été, approché pour rejoindre l'Ourmel, qui est un groupe de protection sociale, donc qui regroupe, historiquement une caisse de retraite, alors qui est aujourd'hui fusionnée dans l'Agirc-Arrco, mais on a toujours une représentation, on va dire, politique dans ce périmètre, et puis, une institution de prévoyance, une mutuelle et une filiale, société anonyme d'assurance. Donc là, on n'est plus du tout, dans l'actuariat au quotidien, on est évidemment beaucoup plus dans des sujets, de direction, au sens large, mais j'avoue que chez un petit porteur de risque, puisqu'on est un petit groupe, on n'est jamais très, très loin, des préoccupations de la direction technique. Ça aide quand même de bien comprendre les enjeux et les problématiques actuarielles, donc voilà, et encore une fois, une entreprise à taille humaine. On est 50 personnes chez Lourmel. On délègue pas mal d'opérations, donc voilà, numériquement, en termes d'ETP et d'activité, on pourrait être un peu plus nombreux, mais en fait, les postes sont essentiellement chez nos délégataires, et voilà, ce qui permet aussi d'être assez proche des problématiques, d'engagement, de création de produits, voilà, on retrouve toute la palette, chère aux actuaires. Et à cette occasion, j'en profite, je fais un petit clin d'œil, on recrute des actuaires en ce moment, donc si ça intéresse certains, vos CV sont les bienvenus. Merci Yann. On peut du coup partir sur une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser des questions et surtout dites à qui vous vous adressez. Et voilà, on a un petit nuage de mots pour vous aider à poser des questions. Donc vous pouvez poser des questions sur l'assurance de personnes ou même sur le rôle d'un actuaire ou sur le parcours d'un de nos intervenants ou des conseils. C'est comme, comme vous voulez. Donc, je vous laisse poser vos questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions tabou. Je pense que s'il n'y a pas de questions, on peut peut-être en poser. Hum, on peut peut-être demander à Sylvain comment ça se passe
dans le conseil, qu'est-ce qui diffère enfin, en assurance de personnes chez les compagnies, par exemple? Oui, donc effectivement, je peux répondre à cette question. Alors effectivement, le conseil se veut par nature plus, plus mouvant qu'un poste en compagnie, combien, sans pour autant faire de généralité, hein, bien entendu, en compagnie. Voilà, faut pas rentrer dans le stéréotype qui est de dire qu'on fait un peu toujours la même chose. Je pense qu'on est dans une profession, et tout le monde sera d'accord autour de la table pour dire que les sujets sont très riches, et puis surtout, on est confronté à un environnement économique volatile, à effectivement aussi un contexte réglementaire, normatif, juridique. Donc, quelle que soit finalement l'activité dans laquelle vous voulez aller, en compagnie, en conseil, globalement, le métier d'actuaire est un métier où on ne s'ennuie pas. Je dirais que la différence dans le conseil, c'est que en tout cas, quand on est jeune dans le conseil, quand on débute dans le conseil, on prend la décision de découvrir un petit peu différentes facettes, quitte aussi à prendre le risque parfois de tomber euh, sur des, euh, sur des pans de l'actuariat, des problématiques qui intéressent un petit peu moins. Euh, et puis aussi potentiellement découvrir. Alors après, certaines compagnies de conseil vont avoir tendance à spécialiser des profils, et puis d'autres compagnies de conseil vont avoir une approche un peu plus générique, on va dire, développer des profils qui soient capables d'intervenir un petit peu sur tout type de sujet. C'est un petit peu plus la carrière que moi j'ai choisi d'embrasser, c'est-à-dire que effectivement j'ai passé mes 2, 3 premières années à faire pas mal de choses en assurance de personnes. J'ai fait notamment du provisionnement, donc ce type de mission dont on a un petit peu parlé, en tout cas mes prédécesseurs ont évoqué, notamment accompagner, renforcer une équipe chez un de mes clients à réaliser les travaux d'inventaire, donc de provisionnement de fin d'année sur des périmètres notamment épargne retraite. J'ai fait un peu aussi de produits, donc là c'est effectivement accompagner des équipes produits chez des clients à designer l'offre produit qui sera adressée, notamment au regard de certains critères de risque, mais aussi de rentabilité, et aussi des éléments juridiques. Euh, donc là, j'ai eu à peu près 2, 3 années, on va dire, assez divers en termes de missions. Et plutôt que me spécialiser dans un domaine plutôt que l'autre, j'ai décidé de continuer finalement à vouloir un petit peu toucher à tout pour aussi avoir la capacité d'accompagner mes clients sur des projets de transformation qui touchent un peu toutes les activités des fonctions finance et actuariat. Et c'est par ce biais-là que très rapidement, en fait, j'ai pris au sein de ma société euh, des, euh, la responsabilité de projets de transformation réglementaires et normatifs. Donc, c'est des gros projets de transfo, donc application notamment d'une nouvelle norme. Donc, un des exemples parlants dans le domaine de l'assurance, c'est IFR 17 qui a mobilisé beaucoup de ressources comptables et actuarielles ces dernières années. Et donc, les compagnies d'assurance soumises à cette norme ont eu besoin de sociétés de conseil pour les aider à se préparer en fait à l'entrée en vigueur de ces normes, donc c'est-à-dire définir les exigences normatives, mettre en place des process, les accompagner à éprouver ces process, à faire des exercices préparatoires, et puis potentiellement derrière les accompagner aux premières années à faire la production, optimiser, industrialiser. Et dans ce type de projet, il n'est pas juste nécessaire de connaître un bout du process du métier, mais vraiment d'avoir une approche assez diffuse des process actuels et finances de bout en bout, et être aussi capable de parler à, euh, à, des, euh, à des directions, à des parties prenantes qui sont pas forcément des actuaires, mais aussi
des directions comptables, financières, DSI et autres. Et donc, voilà. Et donc moi, c'est ce qui me plaît particulièrement chez le conseil. C'est pas pour autant dire qu'on ne peut pas retrouver ce genre de choses dans une trajectoire plus en compagnie. Mais moi, voilà, c'est ce que je trouve, c'est là où je me retrouve dans mon activité et ce que j'aime particulièrement. Je dirais que, et je terminerai là-dessus pour pas trop monopoliser la parole. Un élément de différenciation, bien entendu, dans le conseil, c'est aussi tout ce qui va être démarche commerciale et apport de service à un client. C'est-à-dire qu'au-delà de l'expertise et de mener des missions, société de conseil se doit de remporter ces missions. On est soumis à des appels d'offres et de la concurrence entre les sociétés de conseil. Et donc, on va démarcher tout simplement nos clients pour pouvoir être d'une part inclus dans les appels d'offres et d'autre part, il y a tout un travail de réflexion en amont pour proposer la meilleure réponse à nos clients et être pris derrière pour mener cette mission d'accompagnement. Et moi, pareil, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce métier, qui apporte qui demande des compétences, en tout cas de se développer sur des éléments qui ne sont pas forcément liés avec l'actuariat, puisque bien entendu, un critère de différenciation, c'est l'expertise actuelle qu'on va proposer à nos clients, mais c'est aussi la capacité à bien comprendre les enjeux, les besoins, et puis à mener un projet, de qualité et dans les délais par la suite. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, enfin, dans le conseil, cette dimension un peu commerciale projet, elle prend de l'ampleur à fur et à mesure qu'on évolue dans sa société de conseil. Aujourd'hui, moi, ça représente à peu près 60% de mon temps. Mais je reste très attaché aussi bien entendu, à ma capacité de pouvoir accompagner mes clients sur des projets beaucoup plus opérationnels et actuariels. Merci Sylvain pour votre réponse. On a Angélique qui nous demande si on a quelques cas d'usage de l'IA en assurance de personnes. Je pense qu'on peut poser la question à Irshad, étant donné. Alors, l'usage de l'IA, alors comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs en fait cas d'usage. En fait, ça touche la chaîne de valeur de nos métiers à plusieurs niveaux. Le premier, par exemple, c'est notamment sur de l'automatisation et du gain de temps et de l'amélioration des traitements. Je parlais tout à l'heure pour ceux qui, par exemple, qui vérifient les contrats en assurance vie, notamment pour voir si les frais ont été bien calculés, si on regarde les encours en entrée, plus les entrées, les sorties, et que l'encours final est cohérent avec l'encours initial, des modèles de machine learning, notamment, peuvent permettre de voir tous les contrats qui se ressemblent en termes d'erreurs, par exemple des typologies d'anomalies, comme je le disais, et de développer par la suite des requêtes, par exemple, pour aller trouver une solution et rectifier ces problématiques-là. Donc ça, c'est des problématiques plutôt d'automatisation de tâches qui peuvent être faites et qui peuvent permettre de gagner du temps. On a aussi d'utilisation de l'IA, si je parle de la santé prévoyance, qui est un peu plus, c'est peut-être un peu plus parlant, notamment sur la fraude. La fraude comportementale, par exemple, des modèles d'intelligence artificielle peuvent aller déceler notamment des anomalies dans les données. Donc, ce qu'on appelle anomalies, c'est des données un peu atypiques. Par exemple, des professionnels de santé qui facturent certains actes à une fréquence coûteux, par exemple, à une fréquence plus élevée que la norme. Des parcours de soins atypiques, par exemple, donc des modèles qui peuvent mettre en évidence certaines données un peu atypiques pour que par la suite on vienne les analyser, voir s'il n'y a pas une suspicion de fraude comportementale. Et par exemple, la fraude documentaire aussi. Si on regarde les arrêts de travail, on peut utiliser de l'intelligence artificielle en analysant les pixels, par exemple, des documents qui sont fournis pour voir si on n'a pas, pour estimer le taux de probabilité d'altération en fait de ces documents, pour voir s'ils ont été modifiés
ou parfois on a des arrêts de travail qui sont frauduleux, ou par exemple de croiser aussi les personnes qui sont en arrêt de travail avec d'autres bases de données comme le registre national des entreprises pour voir si ces personnes qui sont en arrêt de travail ne sont pas en train d'ouvrir une entreprise à côté, par exemple. Donc en fait, il y a d'applications. Il y a une application aussi en mortalité, dans la construction de tables, notamment dans la projection de la mortalité dans le futur. Pendant très longtemps, on utilisait des séries temporelles assez classiques pour projeter la mortalité. Aujourd'hui, on a une décélération de l'amélioration de l'espérance de vie, donc on a des perturbations finalement dans les dynamiques de mortalité. Donc on a des modèles d'intelligence artificielle, des modèles de séries temporelles augmentées qui vont permettre de mieux projeter la mortalité dans le futur. Si je reviens sur le sujet de la fraude documentaire, on a aussi l'intelligence artificielle en fait nous permet de nous sortir de la contrainte des données structurées, des données tabulaires. Pendant très longtemps, on avait besoin d'avoir des données structurées, des données sous un même format pour pouvoir faire des modèles. L'intelligence artificielle nous permet ici de faire du traitement de cette donnée, de gérer en fait différents types de données, que ce soit des images, que ce soit des documents, euh, pour euh, pour pouvoir les exploiter. Donc ça, c'est par exemple des exemples ou même ce que j'ai pu faire par exemple sur mon mémoire à Télécom, c'était de la génération de données. Donc on a des problématiques où il nous manque de la donnée. Les modèles n'arrivent pas à fonctionner parce qu'ils ont très peu d'exemples. C'est le cas par exemple des déséquilibres de classe dans les données. Donc l'intelligence artificielle peut aussi être là pour pallier ce souci-là et aider à modéliser. Merci Irshad. J'espère que Angélique a trouvé. Si c'est pas clair, n'hésitez pas. Oui, voilà, surtout n'hésitez pas à poser vos questions ou de les formuler comme vous voulez. On peut peut-être partir s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. On peut peut-être parler avec vous, Emmanuel, qui a un parcours assez différent. Comme vous l'avez dit, enfin, vous ne faites plus trop d'actuariat. Comment vous avez pu jongler entre actuariat et votre domaine actuel? Alors, je pense que l'actuariat, c'est quand même l'avantage, c'est que c'est central au sein d'une entreprise d'assurance et que ça peut mener à tout, en fait. Moi, j'ai connu pas mal d'actuaires dans ma carrière et c'est vrai qu'on en voit absolument partout, hein, que ce soit dans des directions marketing, des directions plus de relations clients. Enfin, autant devenir actuaire une fois qu'on a déjà 15-20 ans de travail, c'est difficile, mais l'actuariat peut mener à tout. Mais en fait, moi, je suis dans les affaires publiques, finalement, on travaille étroitement avec l'actuariat et les juristes de l'entreprise, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est essayer d'influer sur les réglementations à venir. Donc, les réglementations à venir, il faut pouvoir évaluer les impacts qu'elles vont avoir sur l'activité de l'entreprise et l'assurance d'une manière générale, hein, parce que la plupart du temps, on travaille pas tout seul, hein, c'est des sujets où on travaille au sein de notre fédération qui est France Assureur. Et donc, on va s'appuyer sur les métiers et en particulier l'actuariat pour évaluer quelles vont être les conséquences des réglementations qui sont dans les tuyaux, hein, que ce soit au niveau français, européen ou international. Et donc finalement, tout est un peu lié et d'avoir ce bagage d'actuaire fait que plus facilement, on va identifier quels vont être les impacts et on va solliciter les bonnes personnes derrière pour vraiment confirmer si notre intuition était bonne ou pas. Et donc, en fait, c'est pas du tout antinomique avec l'actuariat, c'est juste qu'on a moins les mains dans le cambouis. Disons que les évaluations, j'aurais pu les faire à un moment donné, mais je suis plus en capacité, j'ai plus les outils, voilà. Mais je vois
comment elles sont établies, sur quoi elles reposent, et je suis capable d'aller les expliquer derrière à une personne qui est la direction générale du Trésor, hein, qui fait aujourd'hui toutes les réglementations sur l'assurance, et autrement notre chère autorité de contrôle, la CPR, avec qui aussi on a beaucoup d'échanges, et donc finalement ça donne un plus sur l'activité que je fais aujourd'hui, moi, d'être actuaire à la base. Merci Manuel. On a quelqu'un qui nous demande de parler de Dora, donc je vais laisser Yann en parler. Moi, je vais répondre de façon relativement sommaire, hein, parce que c'est un sujet un peu copieux. Donc, ça n'est pas un dessin animé pour enfants, pour ceux qui pourraient s'interroger. C'est une directive européenne. Voilà, on est, comme on l'a dit, on a beaucoup insisté là-dessus, sur des activités d'assurance de personnes, et d'assurance en général qui sont très réglementées. On a connu des phases avec Solvabilité 2, qui a été une directive qui a été quand même extrêmement impactante sur l'activité des actuaires et des compagnies d'assurance en général, mais notamment des actuaires, pendant plusieurs années. Ensuite, IFRS 17, voilà, là aussi, on en a pas mal parlé. C'est un peu la nouvelle directive qui arrive. Il y a également des réglementations qui arrivent autour de l'intelligence artificielle, qui vont nous impacter très certainement. DORA, c'est une directive qui va s'occuper, de la résistance, on va dire, des systèmes d'information et des organisations, aux problématiques de difficultés, informatiques, notamment liées, à la cybercriminalité ou aux vulnérabilités, autour de ça. Donc, c'est pas forcément un sujet qui intéresse, directement les actuaires, au niveau de leur implication, en première ligne, parce qu'effectivement, c'est plutôt des sujets d'organisation, de process, de sécurité, comment, heu, de méthode aussi, hein, pour pouvoir prévenir en fait, du risque opérationnel. Mais les actuaires sont évidemment, très, très intéressés par maintenir l'accès à la donnée qui est leur matière première pour travailler, de pouvoir maintenir l'accès à leurs outils de calcul, qui sont pas toujours des Excel, hein, qui sont parfois des systèmes un peu plus intégrés, dans l'informatique des organisations, et donc finalement c'est un sujet qui va intéresser à peu près tout le monde, dans les organisations, financières, et donc voilà, donc c'est vraisemblablement un sujet, qui n'a pas forcément été très anticipé, et donc la directive, elle s'applique dès 2025, et elle va avoir, je pense, quelques conséquences opérationnelles au niveau, de nos métiers d'assureurs, pardon, et notamment ceux qui sont, des grands utilisateurs de données. Voilà, et donc les actuaires, en premier chef. Merci Yann. On n'a pas d'autres questions, donc on peut se demander quels sont pour vous les enjeux aujourd'hui de l'assurance de personnes. Peut-être donner la parole à Pierre. Avec plaisir. Donc, aujourd'hui, nous avons différents enjeux en termes d'assurance de personnes. Il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux financiers, les deux étant étroitement liés. Pour ce qui est d'abord des enjeux purement financiers, nous avons pu vivre il y a quelques années une période de taux bas persistants. Donc les taux bas, hein, quand on a des taux garantis qui sont supérieurs au taux du moment, c'est du poison, hein. Les entités s'appauvrissent et épuisent dans leurs réserves pour pouvoir tenir. Suivi d'une hausse très violente des taux d'intérêt qui, cette fois-ci, a présenté, bon, évidemment, l'intérêt d'une relution des portefeuilles, c'est-à-dire que l'on a pu réinvestir dans des actifs présentant des taux d'intérêt, donc des rendements supérieurs, mais ça a également généré, du coup, des moins-values latentes fortes au niveau de tous les actifs obligataires. Donc, concrètement,
Les assureurs ont prêté de l'argent à l'État, à des entreprises, à des taux qui étaient les taux du moment, donc qui étaient très bas. Cette dette a donné lieu donc à des intérêts relativement faibles. Si l'argent avait été investi aujourd'hui, les intérêts seraient nettement supérieurs. Donc ces titres de dette ont perdu de la valeur au vu des conditions d'emprunt de prêt actuelles. Et donc aujourd'hui, le sujet des sociétés d'assurance, finalement, c'est de préserver leurs encours pour éviter à devoir se séparer de titres obligataires qui présentent une valeur comptable supérieure à leur valeur de marché. Donc, finalement, cela reviendrait à générer des pertes qui ne sont pas constatées sinon, puisque le rendement qui serait sinon généré, c'est tout simplement les intérêts attendus suivis du nominal, ce qui fait que l'entité, l'un dans l'autre, elle s'y retrouve parce qu'elle perçoit le rendement qu'elle avait anticipé au départ, sans prendre de pertes en cours de route. Donc le premier sujet du moment, au vu des conditions, c'est de maîtriser le portefeuille et d'éviter donc que les gens s'en aillent pour devoir vendre des actifs dans une en mauvaise situation. L'autre aspect, il est, je crois, beaucoup plus politique. Vous voyez que nous sommes dans un environnement qui est très changeant, un environnement normatif, c'est-à-dire que la norme, notamment comptable à l'échelle des groupes d'assurance, qui est IFRS 17, est restée à peu près illisible pour beaucoup de monde sur la place. Elle est extrêmement compliquée, et donc il y a un besoin énorme de vulgarisation, d'explication, également un besoin de rapprocher ce qui peut être issu de cette norme des primes, des prestations, de la vraie vie, de la vraie activité. Et ça, c'est un gros challenge pour les actuaires. Ça, c'est l'environnement, je dirais, normatif, auquel s'ajoutent sans doute les diverses discussions qui sont liées aux fameuses directives CSRD, CS3D, donc tout ce qui est en lien avec les plans, les actions de durabilité, donc qui visent à préserver l'environnement, mais donne lieu à un reporting qui est particulièrement lourd et dans lequel les entreprises se sont largement engagées, ce qui fait que aujourd'hui, avoir un peu de visibilité sur ces aspects ferait beaucoup de bien. Donc la dernière question, d'un point de vue politique, vous la connaissez, hein, c'est qu'aujourd'hui, l'environnement géopolitique et les relations vis-à-vis des pays tiers, et notamment des US, sont sujets à fluctuation, ce qui peut notamment donner lieu à court moyen terme à de nouveaux mouvements de marché, notamment en termes de taux d'intérêt, ce qui réclame également toujours un suivi permanent et une adaptation continue de notre politique d'investissement. Donc j'ai peut-être été un petit peu long, mais donc il y a beaucoup de sujets en ce moment. Il y a des sujets purement économiques, des sujets de règles comptables et des sujets d'environnement géopolitique. Je veux bien compléter là-dessus, si je peux me permettre. Oui, allez-y. C'est vrai que Pierre l'a dit, mais les choix politiques et économiques en France notamment, mais pas que, ils impactent beaucoup, finalement l'environnement des assurances de personnes. Parce qu'on est dans un système en France où on va dire globalement, ces sujets sont articulés avec la protection sociale, que ça soit la retraite, la santé, la prévoyance, avec un socle qui est obligatoire et qui est étatisé et puis, des compléments qui sont gérés, par le secteur privé, on va dire, alors avec des formats différents, et des structures juridiques qui ont des formes, variées, mais en tout cas, il y a vraiment cette articulation entre des régimes obligatoires et des régimes complémentaires. Et donc ça, c'est des choix aussi qui pourraient un jour éventuellement être remis en question. Et c'est souvent, hein, d'ailleurs que ces questions-là reviennent et en fonction des idéologies. Je suis pas sûr que tout le monde soit tout à fait aussi conscient de l'imbrication de tout ça et de l'efficience finalement d'un système qui aujourd'hui c'est plutôt pas mal équilibré en termes de rendu pour l'usager final, si j'ose dire, l'assuré final qui en bénéficie et donc il y a toujours des mutations potentielles par rapport à ça et voilà, donc ça c'est aussi un des enjeux, c'est peut-être, l'inflation réglementaire autour de tout ça qui parfois est alors
au final, elle est toujours, bénéfique pour les actuaires quasiment, hein. Je veux dire, faut être cynique un petit peu. Ça fait du boulot parce on doit refaire ses calculs, on doit projeter, différents scénarios, et cetera. Donc on peut le voir de façon un petit peu amusée, mais fondamentalement, c'est aussi parfois source de difficulté parce qu'on a parfois un écran de fumée et en fonction du choix politique de la loi de finances de l'année prochaine et ben, en fait, ça va vraiment, changer les choses de façon très significative. Et ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que, pour le coup, l'approche de l'actuaire, quel que soit, son niveau dans l'organisation, Emmanuel le disait tout à l'heure aussi, en fait, moi je trouve que la différence entre un actuaire et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est qu'indépendamment du fait qu'on comprend les problématiques calculatoires autour de tout ça, on est formé à voir le temps long, même s'il y a des perturbations, dans le temps court. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite tous à cultiver, par rapport à ça, parce que vous verrez que vous serez confrontés à d'autres, profils dans les entreprises qui ont un raisonnement beaucoup plus temps court. Or, sur nos risques assurance de personnes, on est quand même assez généralement sur des sujets de temps long. Et donc il y a une forme de, comment dire? De résilience par rapport à ça et de sérénité qu'il faut que l'actuaire apporte dans cette vision et c'est aussi pour ça, je pense qu'on a assez facilement Mmh. accès à des postes, un peu clés ou en tout cas de management parce que cette vision, on l'apporte et donc elle est un peu intrinsèquement, dans notre ADN. Oui, si, je vais tout à fait dans le sens de Yann. C'est un point très important. Je crois que vous aurez, dans votre carrière, souvent à devoir convaincre quant à cette notion de temps long. C'est-à-dire que vous aurez affaire à des financiers qui vous parleront de tout un tas de produits, d'instruments à terme, de choses finalement qui ne sont moins importantes dans le cas d'une société d'assurance qui gère sur le temps long et qui vous parleront de risques, à 1 an, de risques à 6 mois. C'est pas comme ça qu'on pense en assurance. Pas trop aujourd'hui, alors, on a S2 est peut-être une exception, mais le business ne se lit pas comme ça. Et même chose lorsque vous aurez affaire à des camarades banquiers qui sont très orientés, court terme, choc annuel. Il faudra expliquer un peu la manière dont ça fonctionne. 100 en phase avec Pierre. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter pour les autres. Je crois qu'il y a une question qui est tombée. Comment se vendre sur le marché lorsqu'on a fait un stage en obsèques ou dépendance et qu'on voudrait faire des postes en assurance de personnes? Plutôt bien. Oui, c'est pas Ouais, c'est plutôt proche en fait, hein, ouais. Le stage, de toute façon, c'est pas ça qui va jouer notre vie, entre guillemets. Après, si on a un stage en lien avec le poste auquel on aspire derrière, c'est mieux. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. Quand on cherche un poste, un actuaire, on cherche juste quelqu'un qui a la tête bien faite et qui est intéressé par le sujet sur lequel nous, on propose un poste. Le but, c'est que ça matche. Finalement, oui, alors en plus, obsèques dépendance, c'est totalement assurance de personne. Donc, il y a pas de difficulté particulière. Peut-être, si je peux rajouter, alors je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel, hein. Moi, ce que je dis souvent quand je recrute des jeunes en sortie d'école, hein, globalement, on sait que les formations diplômantes d'actuariat sont de très bonne qualité. Et donc, c'est pas tant sur votre expertise technique en sortie d'école ou tant sur le stage qu'il y a, on va dire, une vraie attente du recruteur ou un vrai élément de différenciation par rapport à un autre candidat. Ce qui sera surtout important lors de vos premiers entretiens, c'est effectivement votre capacité à comprendre l'activité de l'équipe dans laquelle vous postulez et votre capacité surtout à bien parler de votre stage plutôt que du stage en lui-même. Parce que il y a peut-être une certitude que vous pouvez avoir, c'est que globalement, vous allez faire des choses très différentes d'un acteur à un autre.
d'une expérience à un autre. Et donc, c'est plus ce que vous avez tiré de ce stage et votre capacité à en parler, à prendre du recul, qui sera apprécié par le recruteur en sortie d'école, que le fond du stage en lui-même ou le fond des projets que vous avez pu faire en école, sans vouloir dévaloriser tout ce travail-là. Je pense que c'est plus sur ces éléments-là que vous ferez la différence qu'autre chose. Merci Sylvain. On peut se demander, il y a beaucoup d'acteurs qui passent de l'assurance de personnes à Yard ou vice-versa. Pour vous, c'est quoi les défis quand on change de branche, surtout vers l'assurance de personnes? Alors moi, je sais pas trop répondre à ça parce que j'ai pas vraiment changé, mais j'ai fait un petit peu d'IRD lorsque j'étais dans le courtage. En fait, je pense que fondamentalement, c'est vraiment pas un sujet. C'est pour ça que ça répond un peu aussi à la question sur l'obsèque, la dépendance ou l'assurance de personnes. En fait, c'est l'actuariat, c'est avant tout aussi une démarche. Et donc, peu importe, je dirais, qu'on travaille sur de l'assurance IRD ou de l'assurance de personnes. D'ailleurs, l'assurance de personnes, il y a une partie qui est classée dans des branches IRD en quelque sorte, hein. Donc, voilà, c'est sûr qu'on oppose souvent dommage aux biens et puis risque assurance de personnes. Mais après, fondamentalement, le sujet, c'est quoi? C'est quelle garantie on met en œuvre et le cadre juridique pour tout ça. Donc évidemment, il est différent, mais si on sait appréhender l'un, on peut s'adapter à l'autre. De toute façon, je dirais même en assurance de personnes, le cadre juridique, on l'a dit, il change tout le temps, donc enfin ou régulièrement tout au moins, donc de toute façon, on doit s'adapter. Après le sujet, ça va être quoi? Ça va être l'intensité du risque, ça va être la fréquence du risque, la capacité à disposer de données pour le modéliser. Alors en assurance de personnes, on pourrait penser que c'est plus simple parce que, historiquement, c'est sur ces données que les actuaires ont construit leur métier, hein, puisque la genèse, ce sont les premières tables de mortalité, et le fait de collationner, des informations, sur des comptages de décès. Mais il y a aussi une partie de la genèse de l'actuariat qui est sur l'assurance maritime. Donc, Hem, en vrai, je pense qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être très français pour le coup, de se dire que c'est plus difficile de passer, d'un monde à un autre quand on a une expérience significative déjà dans un domaine et c'est un peu vrai pour toutes les reconversions professionnelles d'ailleurs, sans même se dire qu'on change de secteur d'activité dans l'actuariat. Mais, enfin, si vous êtes motivé, que vous savez expliquer pourquoi ça vous intéresse d'aller faire de l'assurance IRD alors que vous avez fait de l'assurance de personnes, honnêtement, je pense que c'est absolument pas un obstacle. Voilà, tout dépend encore une fois, comme le disait Sylvain, quelle est l'attente du recruteur? Si on cherche déjà quelqu'un qui est expérimenté, c'est évident que c'est plus difficile. Mais il y a aussi, c'est aussi parfois une belle opportunité dans des plus grands groupes, d'avoir des gens qui passent de l'un à l'autre plutôt que d'aller faire un autre recrutement à l'extérieur. C'est toujours plus valorisant de pouvoir faire évoluer des collaborateurs en interne, plutôt que d'être, entre guillemets «contraint» d'aller faire un recrutement externe, et de pas pouvoir pourvoir, une fonction. Donc, je pense que c'est un peu une vue de l'esprit de se dire qu'une fois qu'on a une étiquette, d'un risque sur la tête, on doit la porter, toute sa vie, c'est aussi une question de volontarisme, je dirais. Puis il y S'il y a a il y a le l'idée passage de la réassurance qui peut aider d'ailleurs à ça, si S'il y a l'idée d'être un peu transverse et de toucher aux deux périmètres, j'aurais recommandé de passer par de l'audit ou du conseil au départ. Parce que dans le milieu, alors je suis plus grosse entreprise, cette étiquette, elle colle un peu à la peau parce que la lecture comptable, l'appréciation de la performance, tous les KPIs, les provisions techniques, il n'y a rien qui ressemble, en fait. Et, euh, et le volet financier est largement plus significatif en assurance de personnes, mais comme le dit Yann, il y a une base. La base, c'est savoir ce qu'on a souscrit, savoir ce qu'il y a au contrat, avoir une idée de ce qu'il y a dans un plan comptable, et puis les bons réflexes, l'humilité scientifique. Par contre, il ne faut pas espérer capitaliser sur des méthodes vie
les appliquer en non-vie, ça marche pas. Bah, parfois ça marche un peu. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire sur la flotte automobile. C'est pas forcément très différent de la prévoyance collective. D'accord, ok. Oui, oui, sur des cas particuliers. Et en termes de, par exemple, d'outils informatiques ou, enfin, la différence entre vie et non-vie, finalement, vous pensez qu'elle se, enfin, principalement, elle se voit où quand on travaille dedans? Vous avez en assurance vie des outils de projection qui sont d'une complexité particulièrement importante, qui peuvent être d'une complexité particulièrement importante. Je pense qu'ils détonnent par rapport à ce que l'on peut avoir en termes de méthodes non-vie, qui modulo les nouvelles méthodologies non paramétriques ou euh, sont plus, je dirais, plus simples, plus intuitives. Donc le volet outils, je dirais, est plus, il y a on a plus de complexité matheuse, de richesse informatique, peut-être du côté vie. Mais les non-vies me contrediront peut-être. Il y a un point qui est pas enfin, uniquement lié au système d'information, mais plus à la donnée en entrée, entre assurance de personnes, on va dire, et assurance de biens. C'est bon, moyennant les dommages corporels, éventuellement en auto, mais c'est le caractère personnel des données, qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser des données biométriques, on va dire, ou des informations qui sont plutôt des données, liées à la personne. Évidemment, en assurance de personne, c'est une évidence quand on le dit, et donc il y a un contexte, là aussi réglementaire qui est hyper important à avoir en tête, sur le fait que, bah, on a aujourd'hui des règlements européens qui cherchent à minimiser la circulation de ces données, ou tout au moins à en garantir une sécurité, extrêmement forte, et donc les actuaires doivent quand même régulièrement se poser la question de savoir quelle est la donnée dont ils ont réellement besoin. Est-ce qu'ils ont besoin d'associer cette donnée à un nom et un prénom? En général, non. La réponse est non, et pourtant, je dirais la facilité, ça pourrait être d'obtenir des informations, dans des listings, sur des données qui ne seraient pas, anonymisées, correctement. Donc voilà, donc ça c'est un point de vigilance parce que, on peut se retrouver en fait, un peu contraint, ou piégé à manipuler de la donnée, personnelle sans tout à fait s'en rendre compte avec, tout ce que ça peut, comporter comme risque. Donc là-dessus, on a aussi des normes professionnelles, hein, au niveau de la profession, en plus des règlements européens sur la protection des données, mais voilà, c'est un point de vigilance, bon, je pense pour les actuaires d'avoir conscience que, l'information, qui correspond au carburant en fait des actuaires, c'est quelque chose, qui est sensible et avec lequel on ne doit pas trop, plaisanter. Alors ne serait-ce qu'en qualité, mais aussi en contenu, parce que le risque sinon, c'est qu'un jour un législateur, nous coupe l'accès à la matière première, et ça a déjà été un peu le risque avec RGPD à un moment donné, donc voilà, il faut pas trop, jouer avec ça. Ensuite, une autre question, ça pourrait être aussi la différence entre finalement la théorie et le côté pratique qu'on voit bah, principalement pendant les études. Enfin, comment vous vous situez par rapport, par exemple, aux mathématiques ou au côté pratique ou théorie dans votre boulot en temps normal? Pour tout ce qui est finance stochastique, il faut avoir en tête que c'est utilisé tous les jours en assurance vie. Donc lorsque vous allez travailler sur des notions de martingalité, sur des processus de Lévy, sur des capacités de repricing, sur voilà, toutes sortes de tests statistiques ou modèles de diffusion en lien avec les mathématiques financières,
bonne chose ou mauvaise chose, c'est extrêmement utilisé pour la projection des engagements en assurance d'épargne retraite. Et nous sommes audités sur le respect de ces critères. Donc, il n'y a pas grande différence, et c'est un bon point, je crois, entre ce que vous apprenez, entre les formules que vous avez sous les yeux dans le cadre de vos cours, et ce sur quoi vous pouvez être amené à travailler. Alors, c'est peut-être pas tous les postes d'actuaires qui Oui, sont comme ça. Enfin, je pense il y a de tout en fait. Il y a- oui, oui. Oui, je suis sur les calculs S2 et IFRS, oui, Voilà, donc d'accord. Oui, effectivement, tous ces oui. sujets solvabilité 2, IFRS 17, il y a enfin, on est assez proche de ce que vous pouvez voir dans vos études. Mais à côté de ça, on va avoir, suivant les postes, plus ou moins d'utilisation de ces outils. Il y a aussi, enfin, on parlait beaucoup de la donnée. Hein. La donnée aussi, c'est avant d'utiliser ces merveilleux outils, faire du stochastique, etc. Il faut avoir des données propres. Et ça, c'est un sujet souvent sur lequel travaillent des actuaires juniors, c'est avoir des données de qualité. Donc avant de pouvoir les exploiter, parfois il y a un petit peu de travail un peu ingrat avant d'arriver à faire nos super modèles. Il y a aussi construire le modèle, c'est sympa aussi, mais on ne le construit pas tous les jours. Il y a beaucoup de choses aussi, c'est de la maintenance, faire tourner ces modèles pour en sortir des chiffres. Donc, oui, c'est lié, mais c'est pas toujours le travail n'est pas noble, entre guillemets, au quotidien. Il faut avoir un peu d'humilité et faire un petit peu de tout. Oui, et puis il y a quand même un principe, alors excusez-moi, je vais être un peu trivial, mais vous pouvez avoir le plus beau modèle du monde, super bien fait, mais shit in, shit out. C'est-à-dire que si vous l'alimentez avec des trucs qui sont pas boutiqués comme il faut, vous allez sortir des résultats qui veulent rien dire. Après, je pense aussi au-delà de toute la technicité, il y a beaucoup de choses, enfin ça reste dans le lien avec la question, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas justement dans les études qui sont très utiles dans nos métiers. Notamment, je parlais tout à l'heure de la communication, le fait de communiquer ce qu'on fait lorsqu'on a des dirigeants en face, le choix aussi des éléments qu'on présente, les indicateurs, être concis. Il y a aussi, je parle plutôt du conseil, il y a une capacité d'adaptation aussi qu'il faut avoir dans le métier lorsqu'on pratique notre métier, qu'on nous apprend pas forcément dans les études. Euh, donc je pense qu'au-delà du volet technique, il y a aussi tous ces soft skills aussi qui sont très importants et qu'on voit pas forcément dans nos études et qu'on découvre dans le monde professionnel. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est important, tout aussi important que la technique, je pense. Et, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vu qu'on arrive sur la fin, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Sinon, on peut partir peut-être sur un sujet plus global, sur peut-être qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'actuariat ou plus de l'assurance de personnes que de l'assurance Yard, peut-être. Enfin, surtout pour ceux qui sont pas dans le conseil, plutôt. Eugénie, je peux répondre. Pour moi, ce n'est pas un choix, c'est comme ça que j'ai évolué. Je suis retourné faire du yard il y a quelques années. Les deux sont sympathiques. Simplement, c'est bien, je pense, de voir un petit peu de tout dans sa carrière. On a la chance de le faire par le biais de l'actuariat. Quand on a marre de parler de finances et de tests statistiques, de taux garantis et d'allocation d'actifs, on passe au comportement de passif en auto, à l'antisélection.
Ce sont deux sujets où à des grands risques, type transport, et je ne sais, donc les deux sont très intéressants. Je pense que l'idéal, c'est de pouvoir, à un moment dans sa vie, pouvoir voir un petit peu les deux. On a une question. Euh, Yvan qui nous demande ce que vous direz à un jeune qui hésite entre un poste de conseil ou entreprise. Bon, je pense que ça doit être plus compagnie, comme il veut dire. J'imagine. Je peux apporter des éléments de réponse. Alors déjà, chose à savoir, hein, il y a, il y a rien de définitif dans un choix de carrière, et surtout quand on est jeune. Faut aussi, voilà, je pense, ne pas se mettre trop de pression. Et bien entendu, on a on a la chance quand même d'être dans un secteur où globalement les actuaires sont très demandés sur le marché, que ce soit en compagnie ou en conseil. Donc effectivement, il n'y a pas forcément de choix négatifs et de mauvais choix. Après, choisir entre le conseil et la compagnie, quel que soit le choix aussi, il faut laisser un peu sa chance au produit. Moi, c'est quelque chose que je dis aussi souvent. On voit voilà, des personnes qui veulent, enfin, qui pensent vouloir se figer très rapidement dans ce qu'ils veulent faire dans toute leur carrière et qui ne laissent pas forcément la chance au produit, encore une fois, que ce soit dans le conseil ou en compagnie. Donc, quel que soit votre premier choix, je pense qu'il faut aussi laisser le temps de vraiment découvrir tout ce qui vous sera offert via ce choix. Ensuite, la différence entre le conseil et la compagnie, quand on sort d'école, moi je l'ai dit en introduction, pour être totalement transparent, j'ai beaucoup choisi le conseil parce que d'une part, je ne savais pas vraiment quoi faire en actuariat et entre guillemets, c'est peut-être un peu lâche, mais j'ai préféré que ça soit mon employeur qui me donne finalement mon secteur d'activité que choisir par moi-même. Et finalement, bah, ça s'est très bien passé. J'y ai trouvé mon compte. Donc effectivement, voilà, quand on veut un petit peu découvrir ou en tout cas avoir une vision un peu plus large de ce que peut offrir le marché du travail, bah, le conseil, ça apporte des avantages. Ça permet aussi, on inscrit souvent le conseil dans une prolongation un petit peu de l'école, dans la mesure où quand vous arrivez dans le conseil en étant jeune, vous n'avez pas forcément de mission tout de suite. En tout cas, il y a une première phase de formation, d'accompagnement de la société de conseil à développer des compétences qui peuvent, qui peuvent être intéressantes. Et puis le conseil, c'est le choix aussi d'avoir une relation de travail peut-être aussi un petit peu différente, puisqu'on est dans la prestation de service. Hein, donc on a aussi, et on en parlait tout à l'heure, cette, ça demande aussi, ça exige aussi de vouloir développer des soft skills qui sont propres au conseil, alors qu'on peut retrouver sur certains postes en compagnie, notamment sur des postes de souscription. Et voilà, ça nécessite de développer une relation client, une capacité à être pragmatique, à vulgariser les approches qu'on préconise. Encore une fois, je ne fais pas généralité, c'est aussi des choses qu'on retrouve en compagnie. Mais en tout cas, c'est vouloir en faire que ces choses-là fassent une partie intégrante et importante de l'activité. C'est vouloir aussi développer de vouloir être flexible et d'avoir aussi un environnement de travail changeant. Ça, c'est aussi important. Hein, dans le conseil, on va avoir des missions courtes, des missions longues, des missions à droite, des missions à gauche pour des acteurs différents. Donc, c'est aimer la diversité et de changer finalement constamment de méthode de travail et être agile. Donc voilà, quelqu'un qui va aujourd'hui dans le conseil, je dirais, doit accepter ça, doit avoir envie de ça dans son quotidien. Et il faut, voilà, faut en avoir conscience et il ne faut pas, comme je disais, forcément vouloir changer tout de suite si ça ne correspond pas tout de suite aux attentes qu'on avait de la chose. Et puis comme j'ai beaucoup parlé, je vais peut-être laisser quelqu'un qui a un parcours en compagnie répondre à l'autre partie de la question, puisque n'ayant jamais été en compagnie, j'aurais
je ne me permettrai pas de répondre à la place de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai fait les deux, je peux peut-être en parler. Je pense qu'en réalité, c'est un peu schématique. Conseil entreprise, on pourrait enfin, ou compagnie, on a tendance à opposer. En fait, je pense que ce qui est très enrichissant, vraiment, c'est d'avoir fait les 2. Et après, ça va aussi dépendre de l'organisme de conseil et de la compagnie. Vous pouvez, aller trouver vraiment beaucoup de polyvalence et de variété dans les travaux que vous allez faire dans une petite compagnie et être beaucoup plus spécialisé dans un grand cabinet de conseil et vous sentir peut-être un peu limité par rapport à ça. Donc, est-ce que vous cherchez de la diversité? Est-ce qu'au contraire vous cherchez dès le début à vous ultra spécialiser? Ça, c'est une réflexion qui appartient à chacun. Je sais pas ce qui est le mieux, ça dépend vraiment des personnalités des uns des autres. Encore une fois, en plus, dès lors qu'on s'est spécialisé vraiment sur un secteur, je pense que c'est pas fermé pour s'ouvrir à autre chose plus tard. Donc c'est pas vraiment une problématique. Donc, en fait, moi, je crois que c'est surtout le feeling que vous aurez avec la façon dont le poste est décrit, les premiers entretiens que vous aurez avec vos interlocuteurs. Et, il y a autant de situations que de postes. Ce qui est certain, pour autant, c'est qu'il y a des passerelles dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que si vous avez une expérience réussie en compagnie, vous pouvez être tout à fait intéressant pour un cabinet de conseil à un certain moment de son développement. Et quand vous avez fait une belle expérience en conseil, que ça soit en tant que junior ou en tant que confirmé, vous avez évidemment aussi un background qui peut être intéressant pour une compagnie. Donc les passerelles sont évidentes, il n'y a rien de fermé. Donc voilà, peut-être que la réponse, c'est un peu une réponse de Normand. Pour un Breton, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu des 2. C'est-à-dire que, voilà, les carrières, elles peuvent être composées, de passages de l'un à l'autre, voilà, ça peut faire des carrières intéressantes. Et puis, il y a des gens qui font leur carrière de façon très monolithique. Dans une grande compagnie, vous pouvez retrouver de la diversité parce que vous pouvez évoluer sans changer de groupe. Ça peut être un avantage aussi, hein. C'est-à-dire, vous restez dans la même entreprise, mais vous allez faire autre chose. Dans le conseil, vous pouvez parfois, s'il y a un créneau bien spécifique, être aussi cantonné parfois dans une expertise très pointue parce qu'elle est bankable, si je peux me permettre, et que du coup, il y a beaucoup de missions qui tombent là-dessus. Donc, il y a, il y a pas une situation figée. Merci Yann. On a 2 nouvelles questions. On va se dépêcher pour y répondre. Il y a quelqu'un qui nous demande, d'après vous, pour une meilleure orientation dans le monde professionnel, quelle branche de l'actuariat vous recommandez-vous? L'idée, c'est d'être le plus, je reprends le terme bankable et de rebondir facilement quand on hésite. Euh, le mieux, c'est de rester sur quelque chose relativement, de ne pas se mettre d'emblée sur un secteur de niche. Sans quoi, la reconversion prend forcément un peu plus de temps, même si je suis d'accord avec ce qui a été dit, hein, ça reste assez facile. Donc, on a déjà dit tout à l'heure qu'entre l'assurance de personnes, l'IRD, il y avait des choses intéressantes de partout, des postes de partout. Donc, je crois qu'il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Le choix de l'entreprise est important, le choix de l'activité peut-être un peu moins. Oui, il n'y a pas de règle générale. Effectivement, comme disait Pierre, le choix de l'entreprise peut être important. Est-ce que j'adhère aux valeurs de l'entreprise plus que finalement, est-ce que c'est une meilleure orientation ou pas? Je pense que c'est déjà pas mal pour faire son boulot avec conviction et avoir envie d'y aller tous les jours. Merci pour vos réponses. Ensuite, on a une question concernant les données externes et open source qu'on utilise lors des modèles en assurance de personnes. Enfin, il demande si on en utilise et sinon quel type de données on utilise en assurance de personnes.
On est un peu sec sur le sujet. Non, mais en fait, je pense que ça dépend. Alors, les modèles, il y en a de toutes sortes, hein, donc ça dépend ce qu'on cherche à faire. Si on est sur des modèles qui cherchent à adresser, on va dire, les sujets un peu classiques, de type best estimate ou des choses comme ça, c'est pas forcément très ouvert à la créativité parce qu'on est là aussi un peu normé. Mais dès lors qu'on va être plutôt en recherche de nouveaux produits, d'essayer d'affiner une tarification, de projeter les risques sous un angle qui est pas forcément celui de la comptabilité, des arrêtés de compte ou des normes, en vigueur, j'allais dire, l'univers des possibles, il est assez important. C'est-à-dire que le problème, c'est que souvent, on va être contraint par, la charge de travail liée, au reporting réglementaire et donc qui permettra pas forcément d'aller, faire beaucoup de recherche et développement. Mais dans des organisations qui vont aller chercher, peut-être un petit peu des modèles alternatifs ou, des niches, il peut y avoir toutes sortes de choses. Hem, L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec, par exemple, l'informatique, j'allais dire embarquée dans notre quotidien, l'internet des objets et cetera. On collecte beaucoup de données, on va dire de type comportemental, donc il peut y avoir des choses très intéressantes à utiliser là-dedans pour pouvoir, essayer de voir si ça peut avoir des impacts sur des modèles et des impacts assurantiels. La limite de tout ça, c'est l'accession, enfin, c'est d'accéder à ces données, de pouvoir réellement les interpréter correctement et puis, comme je disais, le fait de s'assurer qu'on le fait, je pense dans une approche qui est éthique et réglementaire. Mais, comme ça, pour moi, la réponse, elle est très, très ouverte parce que, une donnée qui n'est pas disponible aujourd'hui, elle le sera peut-être demain. Les liaisons et les impacts, on voit bien avec l'intelligence artificielle, on trouve aussi un peu alors le terme n'est pas tout à fait juste d'un point de vue statistique, mais on va dire des corrélations entre des informations qu'on n'aurait pas du tout pensé avoir une influence, ou une explication, sur d'autres phénomènes. Donc, là, je pense qu'il y a un pan, d'investigation et de recherche et développement qui est assez ouvert encore là-dessus. Merci Yann pour cette réponse et je pense qu'on peut clôturer cette soirée de l'Actuarial Week. Demain, il y aura une autre, enfin ça continue toute la semaine, mais demain c'est soirée de réassurance. Donc n'hésitez pas à venir aussi y assister. Merci à tous les participants et ainsi que nos intervenants. J'espère qu'on a répondu à cette question et voilà. Passez une bonne soirée. Merci à tous, Ouais, bonne soirée. merci à tous, bonne soirée à Au tous. revoir. Ah oui, au revoir.